Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Michel Lance de la SAMA et de l'Université Lyon 1. Et donc, je vais remplacer aujourd'hui, en tant que président de séance, Catherine Louarn, qui est malheureusement malade. Donc, on a des bonnes nouvelles, mais bon, elle ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Alors, ce matin, donc, on a une séance qui est consacrée à l'héritage d'Ampère. Héritage sur le plan... déjà des traces matérielles qu'il nous a laissées au travers donc les archives, et également héritage sur le plan intellectuel de ce qu'on a pu finalement retirer en tant qu'application de ces travaux. Alors le premier orateur ce matin, c'est Julien Pomard, donc qui est archiviste archiviste de l'Académie des sciences. Donc, qui a également été, je crois, archiviste du Louvre et d'autres institutions prestigieuses, la Maison des sciences de l'homme, et je crois aussi de l'INRAP, donc l'Institut national des recherches en archéologie préventive. Donc, Julien va nous parler du fonds Ampère, qui est un des trésors, j'imagine, de l'Académie des sciences. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour démarrer cette demi-journée consacrée à l'héritage d'Ampère, les archives, ou manuscrits, ou papiers d'Ampère, conservés à l'Académie des sciences. On va parler de patrimoine. Donc, je vais vous en parler en tant qu'archiviste, pas du tout en tant que chercheur. Donc, je vais vous livrer mon regard d'archiviste qui a mis les mains dans les papiers d'Ampère et l'esprit dans les papiers d'Ampère il y a seulement quelques mois. C'est un disclaimer. Je vais vous parler rapidement, en essayant de laisser du temps pour des questions je vais vous faire un historique, l'arrivée des papiers d'Ampère à l'Académie des sciences. Et ensuite, je vais présenter ce qu'on fait à l'Académie des sciences pour préserver cet héritage. Donc, à la fois matériellement, comment on fait pour préserver matériellement ce fonds, et aussi quels travaux on peut engager, on pourrait rêver d'entreprendre. Alors, les archives d'Ampère à l'Académie. Alors, je vous avoue que quand j'ai commencé à travailler sur la question, c'est un peu une enquête. Pourquoi ? Parce que l'entrée des archives à l'Académie, on n'arrive pas vraiment à la tracer. On sait par les publications, par les traces qui nous restent, que les papiers pourraient être entrés une première fois vers 1844. Mais vers 1844 et jusque la fin du XIXe siècle. Les papiers viendraient du domicile de la sœur d'Ampère, décédée en 1839, donc Joséphine. Le donateur, c'est son fils Jean-Jacques. J'ai parcouru les années 1840 à 50 des registres de procès-verbaux de comités secrets et des séances et de la commission administrative de l'Académie des sciences. Je n'ai pas trouvé de discussion relative à l'acceptation, à l'entrée des papiers d'Ampère à l'Académie. Ce qu'on sait, c'est que les papiers d'Ampère ne sont pas arrivés directement de son domicile à l'Académie, ils ont transité. Ce qui explique pourquoi on va retrouver dans ce fonds des papiers d'autres personnes. J'y reviendrai par la suite. La deuxième entrée en 1932, celle-ci, elle est documentée. Elle nous provient des héritiers de Jean-Jacques Ampère. Elle est composée, cette deuxième entrée, notamment de correspondances. Et à l'époque, le choix qui a été fait, c'est d'envoyer les papiers de Jean-Jacques Ampère à l'Institut de France, donc plus précisément à la bibliothèque, parce qu'il était membre de l'Académie française. Alors, vous savez certainement que ce fonds d'archives personnelles familiales est très riche. On va pouvoir... Ces archives documentent l'ensemble de ces activités, donc à la fois ces travaux de recherche et de publication, ce qu'on appelle communément les manuscrits scientifiques. Ça va documenter ses fonctions d'inspecteur général, mais aussi ses fonctions d'enseignement.
Il y a beaucoup de correspondance, donc c'est à la fois de la correspondance personnelle, professionnelle, la gestion des biens, donc notamment la vente de sa maison de Paul-Émieux, et puis quelque chose qui apparaît, c'est un peu sous-jacent, ce n'est pas dans les différents inventaires qu'on a, ce qu'on appelle aujourd'hui les écrits du fort privé. Donc par exemple les poèmes à Julie, voilà, des choses comme ça que nous, en tant qu'archivistes, on qualifierait de la sorte. Et puis, il y a dans ces archives Ampère, il y a des papiers qui ne sont pas d'André-Marie Ampère, qui n'appartiennent pas à ces archives. La correspondance reçue par son épouse, on a des lettres d'Ampère à son fils, et puis des lettres adressées à des tiers. Donc là, j'en mentionne que quelques-uns. Élise Caron, la sœur de Julie, sa fille Albine et son gendre Gabriel Ride, et aussi Claude Julien Bredin, si je ne me trompe pas. Donc ça pose beaucoup de questions à un archiviste qui ouvre les boîtes et qui regarde les inventaires et qui se documente aussi grâce aux nombreuses publications qu'il y a eu de ce fonds et sur ce fonds. Alors, aux archives de l'Académie des sciences, ce fonds est identifié par une cote, 6J. J, c'est la série dévolue aux entrées par voie extraordinaire. Et donc, le 5J, alors si je ne me trompe pas, c'est Lavoisier, et le 6J, c'est Ampère. Voilà, pour vous donner une idée. Les archives, elles sont conservées dans des boîtes qui sont neutres, donc les boîtes noires, et qui sont réputées inifugées. C'est-à-dire que s'il y a le feu, elles vont tenir plus longtemps que des petites boîtes classiques. Donc 75 boîtes de 12 cm de dos, donc ça fait 9 mètres linéaires. Voilà, j'ai fait une petite vidéo pour essayer de vous expliquer, de vous montrer la matérialité des papiers. Donc quand on ouvre une boîte, on se retrouve avec des dossiers, avec des liasses. À chaque fois, vous avez le titre de la chemise dessus, et puis on va retrouver ces papiers avec... Ils sont très utilisés. Ampère utilisait le plus de place possible, des ratures en bon état, j'y reviendrai après. Et en fait, chaque boîte est comme ceci. Alors, l'évaluation du nombre de feuillets, elle se fait sur le nombre de pages numérisées, numérisées il y a quelques années. Ça mériterait à être comptabilisé un peu plus finement. Bon, c'est toujours une émotion, par rapport à consulter les archives en ligne, d'avoir un fichier image, ouvrir une boîte d'archives voilà, d'Ampère, ou une boîte d'archives tout court, hein, c'est un archiviste qui vous dit ça. Il y a toujours une petite émotion quand on découvre. Alors, pour vous donner des exemples, ça serait très difficile de faire un florilège, hein, c'est extrêmement riche. Le mieux que j'aurais pu faire, c'est organiser le convoiement du fonds et vous le présenter dans son intégralité ici. On n'aurait pas eu le temps, ça aurait été compliqué. Alors, je vous montre le bonhomme d'Ampère, le célèbre bonhomme d'Ampère, c'est bien ce qu'on voit à l'écran. C'est vrai, quand on pense à Ampère, on pense surtout, quand on ne connaît pas, on pense peut-être d'abord à ses travaux sur l'électricité, sur l'électromagnétisme. Et le bonhomme d'Ampère, c'est ce qu'on nous demande, quand on a des demandes de reproduction du fonds Ampère pour figurer dans un ouvrage notamment, on nous demande le bonhomme d'Ampère. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, peut-être que le grand public a oublié ces travaux. Une grande partie de ces travaux, c'est quand même les mathématiques. Donc je figure ici la rectification d'un arc de cercle chemise 63 bis. Alors, ces archives, elles sont entrées à une certaine période et j'espère que vous voyez suffisamment. Elles ont fait l'objet de classements et d'inventaires successifs, heureusement. Il y a eu un premier inventaire au domicile d'Ampère entre 1836 et 1844. L'auteur est soit inconnu, soit incertain, mais je vais avoir... c'est très intéressant d'intervenir aujourd'hui parce que j'ai pas mal de questions sur Ampère et je suis là aussi pour identifier les personnes ressources. Il y en a déjà une que j'ai identifiée.
Alors ensuite, le premier vrai classement, alors il est partiel, c'est celui de Jules Joubert. Son périmètre était restreint au papier portant sur l'électricité, mais c'est quand même un premier inventaire. Le deuxième classement, Marcel Mathieu, donc c'est 1936-1937. Et alors là, il a élargi le classement à une grande partie du fond et il a opéré 21 divisions dans ses archives. De 2004 à 2006, en 2004-2008, Michel Dur, secrétaire de la Société des Amis d'André-Marie Ampère, il a affiné ses descriptions, il a même transcrit des documents. Et ces travaux étaient publiés comme, on va dire, comme annexe, comme partie du bulletin de la Société. Et à chaque fois, il envoyait ces travaux à l'Académie. Et donc, parfois, quand on ouvre les boîtes Ampère, il y a l'inventaire analytique dans la boîte. Et pour terminer, si je puis dire, le processus de 2008-2009, les travaux coordonnés par Christine Blondel d'inventaire et de numérisation, donc qui ont permis d'affiner la description du fond, d'apporter des corrections, de décrire les cartons de brouillon, 13 cartons de brouillon qui n'avaient pas été décrits. Donc, on va dire que là, l'ensemble du fond est couvert. Et puis, il y a eu un travail d'encodage informatique en XML-EAD, c'est-à-dire le langage des archivistes et des archives, et un gros travail de numérisation. Donc, merci à tous ces travaux, sans lesquels aujourd'hui, ce serait difficile de vous parler du fond à ce stade. Je reviens sur le classement de 1937 parce que c'est un gros travail qui a été entrepris. Ça reste la base aujourd'hui pour connaître le fond Ampère. Ça n'a pas vraiment bougé comme structuration et si on doit bouger des choses aujourd'hui, on éviterait d'apporter de bouleversements. Ce qui frappe dans les archives d'Ampère, c'est le manque de dates. Alors bien sûr, tout ce qui est travaux, tout ce qui est brouillon, vraiment écrit scientifique, il n'y avait pas vraiment besoin pour lui de les dater, j'imagine. Mais donc, on ne peut pas utiliser la date pour classer. Et donc, tout va se faire par thème, par sujet, par titre donné au document. Donc, ce classement est opéré par discipline et par domaine. La question qui se pose, en tout cas, moi, la question que je me posais, c'était pourquoi avoir mis les disciplines et les branches et les sujets dans cet ordre ? Est-ce que ça suit la progression des centres d'intérêt d'Ampère ? Est-ce que ça suit les sujets sur lesquels il a travaillé progressivement, là où on pourrait avoir un classement alphabétique ou chronologique ? Bon, chronologique, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. Je note quelques biais d'intérêt. J'avais trouvé dans cet inventaire de 37, je ne sais pas si vous arrivez à lire, brouillons divers n'offrant à première vue un intérêt particulier. Donc là, c'est une appréciation qui est subjective, que normalement, donc ça c'est plutôt l'œil du chercheur. Ça, c'est l'œil du chercheur. L'archiviste va plutôt essayer de dire document difficile à classer, voilà, quelque chose comme ça, quelque chose de plus neutre, de plus objectif. La question qui se pose aujourd'hui en 2025, bientôt 2026, c'est comment préserver l'intégrité du fond Ampère. Alors, l'intégrité matérielle, l'intégrité intellectuelle. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le fond est en bon état matériel. On voit qu'il y a des altérations sur le support, donc le papier, qui sont liées à des conditions de conservation a priori par Ampère lui-même. Mais il y a visiblement eu peu d'accidents. Alors c'est vrai qu'une fois que les archives arrivent à l'Académie, dans les services d'archives, en général, il y a peu de chances qu'il y ait un sinistre ou... Ce qu'on voit normalement pour des documents de cette époque, ce sont des altérations par des insectes.
Et là, on n'a pas d'infestation de moisissures, des choses comme ça. Là, dans ce que j'ai pu voir, rien de la sorte. Le souci, ce sont les frottements mécaniques, les pliures. Alors heureusement, le papier est de qualité, hein, c'est le papier de l'époque, avec un grammage important, ce qui fait que le fond est préservé. On ne voit pas... Alors l'encre n'a pas rongé son support. Donc, c'est pour les papiers de cette époque, ou même un peu plus récent, donc c'est-à-dire 19e siècle, parfois l'encre qui est utilisée, c'est de l'encre métallo-gallique ou ferro-gallique, et donc qui va être corrosif et qui va ronger son support. Là, ce n'est pas le cas. Donc, a priori, je dirais qu'il a utilisé l'encre de Chine. Il faudrait faire un test d'encre, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vigilance à avoir sur le long terme sur l'encre elle-même. Alors, ce qui m'a cependant étonné, c'est la présence de pointes métalliques et de trombones métalliques qu'il faudra ôter. Donc là, quand les archives ont été numérisées il y a quelques années, ces éléments métalliques ont été enlevés pour la numérisation et ils ont été remis. C'est un peu contre l'usage, mais ça s'explique par le fait que ces éléments permettent de laisser les documents dans l'état et de ne pas enlever des notes importantes agrafées à d'autres documents. Donc, ce qu'on pourra faire sur le fond Ampère, c'est seulement remettre les documents à plat. Donc là, je vous montre une pliure qui empêche de lire une partie du document. Et on va renforcer les supports avec du papier Japon quand c'est possible. Alors le papier Japon, on la pose au dos des documents. Et comme tous les documents sont écrits recto verso, je ne suis pas sûr que la technique sera employable pour beaucoup de ces manuscrits. Ce qu'on va essayer aussi, c'est de respecter l'intégrité intellectuelle du fond. En archivistique, on a 3 principes qui sous-tendent notre pratique depuis le 19e siècle. Le principe de provenance, le non-mélange des fonds et le respect de l'ordre primitif. Le principe de provenance consiste à maintenir dans un seul ensemble, constitué par une personne physique ou morale, à l'origine de la constitution des archives et que l'on nomme producteur. La question du fond Ampère, c'est qui en est le producteur? Et comme je vous l'ai dit au début de ma présentation, il y a la présence de manuscrits, de documents d'autres personnes. Donc ce n'est pas le fond Ampère exclusivement. On pourrait dire que c'est un fond familial Ampère, mais donc dans chemise 339-340 par exemple, nous avons des lettres à Claude-Julien Bredin. Donc vous voyez sur l'enveloppe, on voit bien que ce ne sont pas des brouillons, donc des brouillons de la main d'Ampère dont la présence dans le fond pourrait s'expliquer. Ce sont bien des lettres qui ont été reçues par Claude-Julien Bredin. Donc première chose, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il s'agit du fond André-Marie Ampère. Donc nous, aux archives de l'Académie des sciences, on va reprendre les intitulés. Ce qu'on a en général aux archives, on peut avoir des fonds familiaux, comme le fonds familial de la famille d'Arcet. Donc, comment qualifier ce fonds Ampère? Ça, c'est une problématique. Et comment certains documents sont entrés soit à l'Académie des sciences et joints au fond, soit ont été ajoutés à ce fonds avant l'entrée de l'Académie des sciences, là, c'est une enquête à mener. Donc, les archivistes, quand ils font un classement, un inventaire de nos jours, ils vont faire une enquête de provenance. Donc, on se transforme un peu en détective pour savoir comment le fonds, le patrimoine s'est constitué. Deuxième principe, le non-mélange des fonds. Alors, on n'enlève pas et on n'ajoute pas de documents de ou vers le fond. Donc, ici, le fond Ampère. Quelques constats. Donc dans les chemises 1 et 2, donc on a la présence de pièces données, donc des documents qui viennent de la collection Alfred Lacroix de l'Académie des sciences, et on a aussi des pièces créées ultérieurement, donc les inventaires. Alors, il faut savoir qu'à l'Académie des sciences, il y a quand même il y avait une pratique assez ancienne de mettre les inventaires des archives avec les archives, ce qui normalement ne se fait pas réellement.
Là, ce qui me pose un peu plus problème, c'est l'adjonction, le dépouillement d'archives de chez Paul pour les donner à Jacques ou André-Marie. Donc le fait d'avoir pris des documents de la collection Alfred Lacroix pour les mettre dans le fonds Ampère, ça pose question, et ce qu'on fait en général, c'est qu'on les remet d'où ils viennent. Et puis il y a des documents qui ont été enlevés, qui ont été mis dans le dossier biographique d'André-Marie Ampère. Donc à l'Académie des sciences, vous avez des dossiers au nom de certaines personnes, des académiciens, mais pas seulement. Et on retrouve son contrat de mariage avec Julie Caron. Alors ça, c'est vraiment une pratique documentaire, de documentaliste. A priori, rien ne dit, enfin, il n'y a pas de raison de prendre le contrat de mariage et de le mettre ailleurs. Surtout qu'un chercheur, une chercheuse qui va prendre le document, le dossier biographique d'Ampère, il va se demander mais pourquoi ce document est là. Surtout que rien n'explique les migrations de documents d'un fonds à un autre. Non-mélange des fonds, je prends un autre exemple. André-Marie Ampère a déposé un pli cacheté à l'Académie des sciences. Ça portait sur l'électricité, je crois, en 1833. Ce pli cacheté, il est dans les dossiers de séance, il a été classé au même titre que les plis cachetés. Il n'a pas été joint au fonds Ampère. On va aussi essayer de garder l'ordre primitif des documents. Alors pour ce fonds-là, la structuration, elle est inconnue à ce jour. Dans les inventaires, on voit qu'il y a mention de certains documents qui portent des inscriptions qui font... en fait, avant le don, donc avant 1844, visiblement, quelqu'un a écrit sur certains documents la localisation du document lui-même. Sur le document, on a porté la localisation de celui-ci, donc telle étagère ou telle armoire en coignure, voilà, alors j'en ai pas encore trouvé, mais toujours est-il que s'il y en a, il y en a très peu, et ça ne permet pas de reconstituer l'ordre originel du fonds. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on forge un plan de classement, donc c'est tout à fait normal d'organiser les classements selon des critères arbitraires si on ne peut pas savoir comment les documents étaient classés à l'origine. Alors, de nos jours, nous en tant qu'archivistes, ce qu'on va essayer de faire, c'est de fournir un matériau, on va dire, fiable pour la recherche. Donc de créer un inventaire qui va être le plus possible objectif, qui va servir au plus grand nombre. Alors comment on va faire ? On va essayer de poursuivre le classement du fonds, sachant que le plus gros a été fait. On va se demander si on ne peut pas affiner le classement des papiers Ampère. Alors moi, ce qui m'avait interpellé, c'est que par exemple les premières sections du classement de 37, c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses qui parlent de mathématiques, mais ce n'est pas rangé dans une section mathématiques, alors que la physique et la chimie ont leur section. On a aussi 3 sections qui parlent de mécanique, donc pourquoi pas créer une section art mécanique et les ranger dessous. Et aussi la question pourquoi ne pas classer ces disciplines et domaines par ordre alphabétique. Là, c'est peut-être pas indispensable. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de toucher le moins possible à l'ossature, parce que ce fonds, ce fonds a été utilisé pendant longtemps, donc il a été publié en grande partie, je dirais pas en totalité, mais il a été très publié. Il est utilisé encore aujourd'hui dans le cadre de projets, et il sera aussi utilisé. Donc la difficulté, c'est de trouver la balance entre corriger les anomalies. En fait, on va garder le plus possible et on va modifier juste ce qui est nécessaire, indispensable. La grosse problématique, donc, en correction des anomalies, c'est distinguer ce qui relève des papiers d'Ampère et ce qui relève de papiers d'autres personnes. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer on va créer des sous-fonds. Donc, André-Marie Ampère, Julie Caron, Bredin. Alors là,
c'est encore en réflexion. C'est encore en réflexion parce que, surtout sur un fonds comme ça, on n'intervient pas sans beaucoup de réflexion. Et de concertation aussi avec les utilisateurs. Il y a aussi quelques documents qui sont des chemises qui sont classées, par exemple, dans la correspondance et qui, a priori, ne sont pas dans la correspondance. Donc on va essayer de reclasser en créant de nouvelles catégories. Alors, ce fonds, en termes de description, ce fonds a été très bien décrit, donc on bénéficie aujourd'hui en fait, on a eu des mises à jour cumulatives. Et donc, aujourd'hui, si on intervient sur la description, c'est vraiment pour corriger les anomalies, voire les aberrations. Il y en aura très peu. Tout ce qui est scientifique a été identifié par des gens qui connaissent le sujet. Il faut savoir qu'en tant qu'archiviste, on a rarement un bagage scientifique. On peut en avoir, mais si on en a un, ce n'est pas mon cas, si on en a, ça sera dans une discipline ou deux. Et donc, avoir cette expertise scientifique en amont sur laquelle on peut s'appuyer, c'est extrêmement précieux. Il y a peu de fonds à l'Académie qui ont été étudiés et valorisés et identifiés de la sorte. Et il y a encore de la recherche aujourd'hui de l'exploitation, donc si on a des questions, on peut aussi se tourner vers la communauté scientifique. Là où les scientifiques connaissent, on va dire, ont un peu plus de difficultés, c'est sur la qualification des documents administratifs, en fait tout ce qui n'est pas scientifique. Ce que nous, en tant qu'archivistes, on a un peu plus l'habitude de voir. Donc on va corriger donc il y a eu des corrections d'erreurs, même en 2008 et 2009, vraiment des choses très fines qui ont été corrigées. Mais on doit envisager de vérifier les notices de manière systématique. Donc on prend le dossier, on voit l'inventaire de 2009, et puis soit on ne change rien, soit on corrige. À mon avis, ce sera très minime. On va attribuer une cote. Donc je vous ai dit que 6J, c'est ce qui identifie le fonds Ampère à l'Académie des sciences. Et chaque ensemble de documents ou ensemble de documents, donc chemise, sous-chemise ou pièce, va avoir une cote 6J1, 6J2, 6J3. Je vous rassure, on va garder les cotes anciennes. Alors, les cotes anciennes, parfois c'est carton temps, chemise temps. Parfois c'est juste la chemise. On a aussi AMA, André, Marie, Ampère, puis le numéro de la chemise. On a plusieurs cotes anciennes, mais la base d'identification, c'est la chemise. On va la conserver. Notice par notice, on aura une table de concordance pour voir globalement comment ça s'articule. Et ce qu'on va faire, c'est faire de la mise aux normes archivistiques, c'est-à-dire mettre les informations sur le nombre de feuillets dans le bon champ, mettre les dates, normaliser les dates selon une norme internationale, voilà, des choses comme ça, qui sont surtout importantes pour l'interprétation par les machines des données. Ou de faire des statistiques, par exemple, compter le nombre de feuillets en les additionnant notice par notice. Ce qu'on va faire aussi, c'est offrir des clés d'accès pour la recherche. Donc, les notices, dans l'inventaire, on voit qu'il y a des mots-clés, on va les garder. Il y a un travail qui a été fait par l'équipe de Christine Blondel en 2008-2009 sur des mots-clés, sur les personnes, les lieux, les organismes, les sujets. On va juste les mettre aux normes. Alors, soit les normes archivistiques telles qu'elles existent, aussi des normes archives de l'Académie des sciences, parce qu'on a des spécificités liées à notre pratique. Par exemple, pour les sujets, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une catégorie spéciale pour les disciplines. Donc là où la mécanique analytique était un sujet, là, on va passer en discipline, même, on va dire que c'est un domaine ou une branche. Et on va voir si ça s'aligne avec notre propre manière d'indexer. Là, par exemple, pour les probabilités ou la théorie des probabilités, il se trouve que l'an dernier, j'ai terminé le classement du fonds de Maurice Fréchet.
donc mathématicien, mais là c'est plus tardif. Et théorie des jeux, probabilité, ce sont des choses qui reviennent aussi. Donc l'idée avec ces mots-clés, c'est de faire des passerelles. Alors on peut penser au fonds André-Marie Ampère, mais il faut imaginer ce fonds dans l'écosystème des archives de l'Académie des sciences. Et puis ce qu'on va faire, c'est que alors je ne pourrais pas vous faire la présentation en direct parce que je n'ai pas activé Internet. C'est qu'on va donner un accès en ligne à ce fonds dans le portail des archives de l'Académie. Alors je ne sais pas, oui je pense que vous arrivez à voir. J'ai fait un petit essai. Alors pour le moment, les travaux de classement sont en cours. Donc j'ai juste essayé de faire une ébauche de plan de classement mise à jour et de créer une notice pour la première chemise. Donc c'est la chemise qui s'appelle ici en bas. Je sais pas si... Ah non, vous n'avez pas de curseur. On a précis d'arithmétique, élémentaire d'arithmétique. Donc l'idée, c'est que chaque document, chaque chemise ou partie de chemise aura sa notice replacée dans le cadre de classement, avec un accès direct au document. Et puis, ce qui est intéressant, donc, dans ce type de portail archivistique, c'est vraiment de la mise en accès brute. Il n'y a pas d'éditorialisation, de médiation scientifique numérique comme c'est fait pour le site Ampère ou Histoire de l'électricité. Là, c'est vraiment une mise en ligne pour que tout à chacun puisse se saisir des documents et en faire ce qu'il veut. Ce type dans le portail, donc, on aura un lien pérenne, donc avec un identifiant ARC, une URL. On a aussi une manière de partager les images de manière totalement libre avec le manifeste 3IF. Donc ça permet à n'importe qui d'utiliser un lien et d'intégrer une image dans un projet, sur un site, sans télécharger l'image. Donc en fait, vous avez juste, vous indiquez un code et vous pouvez intégrer l'image à ce que vous faites. Vous pouvez télécharger les images. Et puis, pour conclure, pour laisser un peu de... Je crois que j'ai été un peu bavard. Donc, difficile d'être synthétique sur ce fond très riche. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut affirmer que la communauté scientifique a joué un rôle majeur dans la préservation et la connaissance de ce fonds notable pour l'histoire des sciences qu'est le fonds Ampère. Les archives de l'Académie bénéficient aujourd'hui d'une quantité importante de données résultantes des travaux de publication, donc Louis de Sonnet, la SAMA, les travaux d'inventaire successifs, même de mise en ligne. Mais finalement, il n'est pas meilleur moment aujourd'hui que présentement pour capitaliser sur ces travaux et finaliser le traitement archivistique du fonds. Mais finalement, classer et inventorier ne constitue pas une finalité en soi. Il s'agit, somme toute, d'une étape indispensable à la diffusion de ces documents et à leur exploitation par tout à chacun. Donc, première étape, on peut imaginer d'autres projets. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Là, comme ça, on pourrait tout à fait imaginer que des chercheurs ou n'importe qui décident de faire un site sur les chercheurs poètes. Et donc, ils vont avoir besoin de cet inventaire des numérisations. Et ce que je me disais aussi, c'est que pour identifier notamment les brouillons qui sont difficiles à identifier, le fonds est numérisé. On pourrait tout à fait fournir à une IA l'inventaire plus les numérisations, faire une reconnaissance de caractères manuscrits et voir si, avec l'informatique, on ne peut pas rattacher les brouillons à d'autres documents. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant quand même, et puis qui montre bien toute la complexité de la gestion d'un fonds aussi riche que celui d'Ampère. Bon, on a un peu glissé, on a peut-être le temps quand même pour une question. Juste savoir si on peut consulter les documents physiques, justement. Vous disiez qu'il y a beaucoup plus d'émotions que des consultations en ligne. Et d'une manière générale, quoi. Est-ce que ces fonds sont ouverts au public ?
Je vous remercie de ces questions parce que pour moi ça va de soi, mais c'est vrai que ça ne va pas de soi forcément. Le fonds Ampère, comme toutes les archives de l'Académie des sciences, est consultable par n'importe qui en salle de lecture. Ce sont des archives publiques, il n'y a pas de système d'accréditation et il faut savoir que la conservation des archives et la mise à disposition du public, ça fait partie des missions de l'Académie, c'est dans ses statuts. Donc l'Académie veille vraiment à diffuser au plus grand nombre, à permettre un accès au plus grand nombre. Très bien. Moi, j'ai peut-être une petite question de béotien. Est-ce qu'il existe d'autres fonds Ampère dans d'autres institutions? Et est-ce qu'il y a des interopérabilités entre ces fonds? Alors, je pense que je peux vous dire que oui, mais je n'ai pas encore refait le repérage de ce qu'on appelle les sources complémentaires. Il y a Madame Blondel. Ah, Cornel. Bien, eh bien, je vous remercie encore une fois.